J'ai mûrement réfléchi, je vous reviens avec un nouveau concept face à l'invité. Et je vous demande juste de m'accompagner dans cette aventure en partageant et en mettant un commentaire. Tout simplement, bonjour Marlise Sinclair ou bonjour l'invité. Et en partageant pour avoir une large diffusion. Aujourd'hui, je reçois un jeune Camerounais qui nous vient tout droit du Cameroun. Il est sur mon plateau, universitaire camerounais, analyste politique. Bonjour, docteur David Eboutou. Bonjour, madame. Merci d'être sur mon plateau. C'est moi. Voilà, si on vous posait la question à deux mots, qui est docteur David Eboutou pour les téléspectateurs qui nous regardent? Je suis le docteur David Melvin Eboutou. Je suis docteur PhD en histoire des relations internationales de l'Université de Yaoundé 1. Je suis par ailleurs un membre très actif de la société civile. Je suis un militant panafricaniste. C'est d'ailleurs le positionnement idéologique et scientifique pour lequel je milite. C'est-à-dire que j'assume mon positionnement à la fois panafricaniste sur les itinéraires politiques, scientifiques et idéologiques. Mais également, je milite également d'un point de vue de l'engagement citoyen auprès de nombreux acteurs politiques. C'est en cette posture-là que je me retrouve aujourd'hui comme conseiller spécial du ministre Charles Blé Goudé, comme conseiller technique en charge du panafricanisme et de l'intégration africaine au sein du parti dont il a la charge, à savoir le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité du peuple, le COJEP, qui est d'ailleurs engagé sur des batailles politiques en ce moment en République de Côte d'Ivoire. Donc, je suis par ailleurs connu pour d'autres qualités. Je suis écrivain. J'ai plusieurs ouvrages à mon actif. Pour ceux qui voudront en savoir plus, ils pourront aller sur ce qui tient lieu de plus grand site de vente de livres au monde, Amazon. Tapez juste mon nom et puis vous verrez la liste de mes ouvrages apparaître. Et je suis connu au Cameroun comme étant consultant politique, analyste pour plusieurs médias. Je l'ai été pour des médias comme Afrique Média, Vision 4. Je le suis pour Balafon TV et Radio. Et je donne également des consultations aussi bien en Afrique qu'à l'international, à côté de mes activités de chercheur dans plusieurs pays d'Afrique où je donne des colloques, des séminaires, etc. Dans ce registre-là, je sors en rappelant que je suis lauréat du plus grand think tank de recherche en sciences sociales en Afrique, le CODESRIA, le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, à Dakar en 2023, dans le domaine qui est le mien, celui du panafricanisme et de l'intégration africaine. Merci de la présentation du docteur David Eboutou. Merci encore de votre passage en France, de passer dans cette émission face à l'invité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour les membres de la diaspora qui vous suivent, et vous pouvez dire de votre passage en France, particulièrement parce que je vois que vous faites la tournée africaine et la tournée européenne. Merci beaucoup. Disons que j'ai saisi une opportunité qui m'a été offerte pour rencontrer justement les compatriotes de la diaspora de notre pays, établi en Europe. C'est vrai, vous l'avez rappelé, je tourne beaucoup en Afrique. Mais également, il y a quelques mois, j'étais en Russie. J'avais été invité par le ministère russe des Affaires étrangères pour prendre part au dernier sommet des BRICS à Kazan en Russie, ce qui m'a valu d'être de passage aussi bien à Moscou qu'à Saint-Pétersbourg jusqu'à Kazan. Et même récemment, nous avons continué quelques conférences dans ce sens-là aux Émirats Arabes Unis, où j'ai séjourné il y a quelques semaines. Donc, pour l'occasion qui m'a été offerte, effectivement, j'ai eu l'opportunité de rencontrer quelques compatriotes à Milan, d'où j'y étais encore il y a quelques semaines. Récemment, dans la ville de Nantes, j'en profite pour saluer quelqu'un que vous connaissez, Monsieur Jackson Bozor, ancien journaliste de Canal 2 International, qui a organisé cette initiative-là. Là, je suis à Paris et dans quelques jours, je serai dans la ville de Bremen, c'est comme ça que ça se dit, en Allemagne. Et je finirai par Bruxelles avant de retourner au Cameroun. Donc, c'est des rencontres nourries. À Paris, par exemple, j'ai eu une rencontre très intéressante avec des compatriotes du côté d'Orange. Voilà, donc voilà, globalement, c'est des rencontres nourries, c'est des échanges qui nous permettent effectivement de structurer notre pensée et de déployer de nouvelles perspectives. D'accord, merci. Et vous avez décrit un peu votre parcours, votre CV. Comme on dit souvent, beaucoup de personnes, surtout de la diaspora, aiment aller fouiller pour chercher les CV des personnes. Pouvez-vous, comment vous avez retracé votre parcours professionnel surtout?
Ouais. Est-ce qu'on peut savoir analyste politique, écrivain, comment encore professeur? Alors disons qu'à la base, je suis docteur en histoire des relations internationales. Oui. Docteur PhD, c'est la base. Et à partir de cela, j'ai été recruté à la fonction publique du Cameroun. Et je suis donc par ailleurs chercheur à partir d'un postulat académique, scientifique et intellectuel qui est celui du panafricanisme, parce que je suis spécialiste de l'histoire du panafricanisme et de l'intégration africaine. Ma thèse de doctorat pose toutes ces questions-là. Et c'est d'ailleurs à ce titre-là que je tourne beaucoup en Afrique, dans des colloques et des séminaires que je donne. Et disons que c'est la base. Maintenant, il y a des perspectives qu'on développe à partir justement d'un postulat qu'il soit intellectuel, idéologique ou politique. Et c'est fort de cela que je me suis retrouvé d'abord militant panafricaniste, c'est-à-dire qu'au-delà des champs purement intellectuels, je me suis retrouvé sur la scène sociopolitique à partir de ce postulat-là. Et donc j'essaie d'accompagner des acteurs politiques sur le champ politique qui épousent un peu ce positionnement. Au Cameroun aujourd'hui, peut-être vous ne le savez pas, il y a des acteurs politiques qui épousent le positionnement panafricaniste. Si vous avez feuilleté les projets politiques du Cameroun, en fait des candidats à l'élection présidentielle, des acteurs politiques au Cameroun, en général, quelques-uns se dégagent par le choix qu'ils font d'assumer un positionnement panafricaniste. Serge Espoir Matomba, par exemple, son projet politique est panafricaniste. Le Manidem aujourd'hui, et d'ailleurs je m'étonnais de ce que le Manidem, qui a un positionnement à la fois intégrationniste, souverainiste, nationaliste, aille cohabiter avec le MRC ou alors son leader dont les itinéraires idéologiques ne se rencontrent pas. J'en étais surpris. Il y a comme ça d'autres leaders qui épousent ce positionnement-là. Et donc, il n'y a que fort de mes itinéraires de lutte et d'engagement citoyen, à un moment, j'ai dû épouser le militantisme en ce qui concerne les droits humains. Il vous souvient que j'ai traversé une période assez douloureuse de ma vie entre 2016 et 2018, où j'ai été, je me suis retrouvé injustement incarcéré à la prison centrale de Yaoundé. J'adresse d'ailleurs une salutation encourageante à celui qui m'y a envoyé et qui lui-même se retrouve là-bas aujourd'hui, que Dieu l'aide. À partir de là, quand j'en suis sorti, je me suis engagé d'un point de vue militant à soutenir des compatriotes qui se retrouvaient injustement embastillés. Vous vous souvenez par exemple du cas Jérôme Tchouenkam, ce détenu qui avait passé 10 ans de détention arbitraire et injuste et sans qu'il ne soit jugé. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, tout le monde sait que c'est grâce à moi que ce monsieur-là que le dossier a été réactivé et porté à la lumière du monde. Plusieurs cas en ont suivi et aujourd'hui nous bénissons le Seigneur d'avoir utilisé cette étape-là pour façonner une autre posture de ma personne. Donc il y a comme ça plusieurs itinéraires qui partent du fait que j'ai d'abord une assise idéologique, intellectuelle et scientifique que les uns et les autres connaissent. Exactement. Mais ce qui m'intrigue, Dr David Eboutou, depuis que vous citez votre parcours, parce qu'il y a d'autres personnes, ils vont vous dire, je suis passé par la Sorbonne à Paris, et vous, pas du tout. Oui. Est-ce que cela suffit pour qu'on s'affirme comme intellectuel au niveau du Cameroun? Alors, j'ai un positionnement, comme je vous l'ai rappelé, qui est panafricaniste et donc afro-centré. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, il faille absolument se définir à partir des autres, ou alors à partir du positionnement intellectuel et scientifique que les autres vous donnent, n'est-ce pas? Le positionnement scientifique et intellectuel qui façonne les autres à partir des universités européennes et occidentales, quelque part, entrave leur neutralité en ce qui concerne les perspectives d'analyse que nous donnons au monde, n'est-ce pas? Il est très difficile de penser que lorsque vous avez été formé à la Sorbonne, à Paris 7, 8 et tout ce que vous voulez, vous pourrez manifestement avoir un raisonnement neutre, un positionnement neutre qui ne vient pas effleurer votre itinéraire académique ou scientifique. Et donc, à ceux-là qui s'interrogent sur le pourquoi je ne me suis pas retrouvé quelque part façonné ou à compléter mes itinéraires académiques à partir des universités occidentales, c'est la réponse que je leur donne. Moi, j'ai été très bien formé à l'université de Yaoundé 1, où je suis parti de la première année jusqu'à thèse doctorat. Je suis titulaire de 2 masters, un master en histoire des relations internationales et un master en relations internationales pures, avant d'engager une thèse de doctorat. Donc, et aujourd'hui, la contribution que j'apporte dans la formation des jeunes Africains, que ce soit à Dakar, notamment à l'université Gaston Berger, du côté du nord-ouest du Sénégal, que ce soit en Djamena, que ce soit en Guinée-Bissau, que
que ce soit en Côte d'Ivoire, dans tous ces pays où je tourne beaucoup, vous pourrez aller interroger ces étudiants ou ces jeunes qui me suivent au quotidien s'ils ne sont pas impactés. Et nous ne sommes pas nombreux, n'est-ce pas? Ces jeunes Camerounais aujourd'hui qui ont été formés au Cameroun, moulés dans les universités camerounaises, qui peuvent s'affirmer comme je le suis aujourd'hui sur la scène africaine. Nous sommes très peu, au-delà de l'imposture, sans fausse modestie, et au-delà de la carcasse parfois vide que certains assument. Mais nous ne sommes pas très nombreux. Cela demande un certain courage, cela demande une certaine posture. Et je crois que cela y va, comme je l'ai rappelé, sans fausse modestie, de ma trajectoire quelque part courageuse. Parce que l'affirmer, comme je l'ai dit, dans un pays comme le nôtre, qui est extrêmement difficile, extrêmement complexe, il faut s'en féliciter soi-même. Si les autres ne vous félicitent pas, mais il faut s'en féliciter toi-même. Et moi, je fais partie de ceux qui se félicitent d'abord avant d'attendre. Des félicitations d'en face. Voilà. Ok. En tant qu'analyste averti de l'actualité nationale, quel regard portez-vous sur l'état actuel du Cameroun? Alors, nous avons un pays, et ça c'est connu, en totale décrépitude, un pays crispé aujourd'hui par de nombreuses frustrations. De nombreuses frustrations, quel qu'en soit le domaine que vous prendrez aujourd'hui dans notre pays, quels qu'en soient les castes, quels qu'en soient les domaines socio-culturels, socio-professionnels, socio-politiques que vous prendrez aujourd'hui au Cameroun, vous trouverez des factions populaires qui sont frustrées. Il y a comme une crispation générale. Et de mon point de vue, cette crispation générale en appelle à une aération politique. Et cette aération politique doit venir de la première institution qui est la présidence de la République. Parce que pendant longtemps, n'oublions pas, nous avons été formatés ou alors dirigés à partir d'un hyper-présidentialisme, c'est-à-dire une gouvernance verticale très forte. Et aujourd'hui, on voit très bien que celui qui a assumé, l'hégémon central, qui a assumé cette gouvernance verticale très forte, a pris de l'âge, il n'y a plus la vigueur, la vitalité d'antan. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a un débat aujourd'hui, par exemple, au Cameroun, sur les très hautes instructions. Parce qu'on ne connaît plus la coloration des très hautes instructions. Cela dénote simplement du fait que celui qui a un très haut niveau a donné une coloration à sa gouvernance, n'est-ce pas, semble donner des signaux comme quoi il n'est plus, n'est-ce pas, à la manœuvre. Et les Camerounais commencent à s'interroger. Il y a donc aujourd'hui une certaine frilosité institutionnelle, mais également populaire, qui amène les uns et les autres à se dire qu'il faut passer à autre chose. Ça, c'est la réalité. Et de ce point de vue-là, quand on voit par exemple les débats qui viennent d'avoir cours au niveau du Conseil constitutionnel, on voit la tension que les Camerounais concentrent sur le processus électoral en cours, par exemple dans notre pays en ce moment. Il y a que, on voit très bien qu'il y a une volonté qui se dégage, celle de passer à autre chose, n'est-ce pas? Et cette volonté de passer à autre chose vient justement du constat assez dégradant de la réalité camerounaise aujourd'hui, où presque tous les secteurs sont crispés, où rien ne marche, et où dire simplement que les Camerounais veulent passer à autre chose devient une vérité de la palisse. Donc selon vous, le Cameroun, ça ne va pas bien? Mais écoutez, madame, c'est une... vérité de la palisse que de dire qu'aujourd'hui au Cameroun, il y a une crispation généralisée. Je ne parlerai pas de pourrissement, mais quand on regarde notre pays aujourd'hui, on parlerait d'un État bloqué, n'est-ce pas? Une gouvernance bloquée. Et du fait de ce que je décrivais tantôt, à savoir que nous sortons quand même d'une gouvernance verticale à partir d'un hégémon qui dirigeait le pays d'une main de fer, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il y a une frilosité qui se dégage, une frilosité institutionnelle. Et de ce point de vue-là, l'impact et les conséquences sont perceptibles. Et quoi de mieux que de rappeler qu'il y a une volonté d'aération politique aujourd'hui qui se fait ressentir. C'est ce que je suis en train de dire. Oui, justement, parce que votre présence en Occident, ça coïncide avec ces moments sensibles politiquement au Cameroun. Comment expliquez-vous ça? Alors, je crois que l'opportunité peut s'expliquer par le fait que j'ai un itinéraire, n'est-ce pas, qui est politiquement teinté, idéologiquement teinté, et qui fait que partout où je me retrouve, on peut s'interroger sur le prétexte de mon arrivée à tel ou tel endroit. Mais moi, je pense que il n'est pas des moments uniques ou des moments arrêtés pour lesquels un intellectuel comme moi pourrait se déplacer pour rencontrer des compatriotes, pour discuter avec ces derniers, recueillir leur point de vue et nourrir justement sa pensée. Parce que la pensée
se nourrit de plusieurs manières, par les échanges, les discussions, les lectures, l'analyse, etc. Et on se fait donc une opinion, laquelle opinion nous permet d'orienter nos différentes perspectives d'avenir, n'est-ce pas? On ne reste pas dans sa chambre de façon cloîtrée et on imagine des choses comme si on pourrait créer le monde à partir d'une baguette magique. Non, rien ne se fait ex nihilo. Et c'est fort de cela que, voilà, moi je me réjouis du tour européen, de la tournée européenne que j'ai fait aujourd'hui, parce que je rencontre effectivement des compatriotes avec des sensibilités politiques, intellectuelles différentes, et voyez-vous, on s'enrichit. Et justement, vous avez fait des rencontres dernièrement avec l'écrivain Calvin Djouari, le journaliste Jean-Célestin Djanguet et Calvin Djombert. Qu'est-ce qui vous rassemble? Alors d'abord, le côté intellectuel. Ouais. Un intellectualisme militant, un engagement citoyen, en discutant justement avec ces brillants compatriotes établis ici en France, dans notre diaspora, j'en suis sorti avec un sentiment de fierté, à savoir que nous avons de brillants compatriotes éparpillés à travers le monde qui ont des choses à apporter à notre pays. Quand vous vous retrouvez, quand vous avez l'honneur de discuter et de vous retrouver dans l'encre familiale de l'ami Calvin Djouari, qui est une bibliothèque impressionnante, mais alors impressionnante, j'en suis sorti de là avec quelques livres parce qu'il voyait très bien que je dévorais du regard sa bibliothèque. Il a dû me donner quelques ouvrages, je l'en remercie s'il regardera ce programme. Et que vous avez engagé des discussions politiques, intellectualistes, idéologique avec lui autour d'un brillant journaliste que j'ai connu au Cameroun et qui est maintenant installé ici, Jean-Célestin Djanguet, ou encore d'un autre compatriote qui nous a rejoint, Calvin Djombert, docteur Calvin Djombert, je crois qu'il travaille au ministère de la Justice française. Voyez-vous, c'est des partages d'expériences à partir des sensibilités différentes qui nous confortent sur un même idéal, à savoir que nous devons tous fédérer nos énergies pour définir une meilleure perspective d'avenir pour notre pays. Parce que c'est ce qui est ressorti. Il y a une volonté de travailler pour améliorer des choses dans notre pays. Et donc, voyez-vous, madame, je suis sorti de là totalement heureux d'avoir rencontré ces compatriotes-là et je leur dis merci de m'avoir ouvert leurs portes et voilà. Et justement, vous êtes aussi, on vous a vu aussi du côté de Martial Bissok. Est-ce que vous avez un mot Oui, Martial, c'est un journaliste camerounais, un ami, un frère, qui a longtemps travaillé également au Cameroun. Mais le fait, je me suis retrouvé à Montagy à l'occasion de la célébration de son mariage en réalité. Martial Bissok, voilà, prenait convolant juste noces avec une charmante compatriote également. Ils nous ont fait l'honneur de nous recevoir autour d'autres compatriotes. C'était bien, c'était le temps de les retrouver quelque part. Nous avons manifester notre joie aux côtés du journaliste Martial Bissok, qui est également un écrivain, qui a écrit beaucoup d'ouvrages et que je salue au passage. Je lui dis merci s'il regardera cette émission de nous avoir reçus et de nous avoir accordé sa fraternité. D'accord. On va aller du côté de l'Afrique de l'Ouest parce qu'on vous voit régulièrement et vous êtes également très actif de ce côté-là. Quel est l'enjeu de votre présence dans ce pays-là, notamment la Côte d'Ivoire? D'accord, plusieurs enjeux. L'enjeu politique, c'est mon rapprochement avec le ministre Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité du peuple, qui s'appelle COJEP, c'est son parti politique. Le ministre Charles Blé Goudé m'a fait l'honneur de me confier la fonction de secrétaire technique national en charge du panafricanisme et de l'intégration africaine. Vous avez aussi avec l'ancienne première dame. Alors vous comprendrez les liens. J'ai fait office de conseiller spécial de Charles Blé Goudé. Et c'est d'ailleurs à partir de lui, autour de ce que nous avons mis sur pied en Côte d'Ivoire, qui s'appelle l'Internationale panafricaine, qui a rassemblé plusieurs figures panafricaines venues d'une quarantaine de pays africains, et donc Charles Blé Goudé en est le président d'exercice. J'en suis l'un des secrétaires techniques. Nous avons donc travaillé dans ce cadre-là pour rassembler, trouver des itinéraires politiques pour influencer la politique africaine. C'est dans ce cadre-là que Charles Blé Goudé m'a fait l'honneur de me présenter à l'ancienne première dame, aujourd'hui présidente d'un parti politique également, Madame Simone Gbagbo, qui m'a fait l'honneur de me recevoir chez elle. Et donc voilà, donc je dirais que ma porte d'ouverture au plan politique en Côte d'Ivoire, c'est Charles Blé Goudé. Et là, c'est l'enjeu politique, là, c'est la bascule politique. Maintenant, il y a également une bascule politique au niveau, parce que vous parlez de l'Afrique de l'Ouest, qui est essentiellement intellectuelle. Je vous ai rappelé tout à l'heure que j'ai été lauréat du CODOSRIA, qui est le plus grand think tank de recherche en sciences sociales en Afrique. Et donc cela m'a valu de me retrouver souvent plusieurs fois à Dakar, au Sénégal. Et je me suis retrouvé dans ce cadre-là à être également lauréat à
dans la ville de Saint-Louis. Pour moi, ceux qui m'écoutent au quotidien savent que pour moi, à Dakar, au Sénégal, Saint-Louis, c'est la plus belle ville du Sénégal. Saint-Louis, c'est vers le nord-ouest et c'est la dernière ville avant la Mauritanie. Et là-bas, ils ont une grande université qui a produit de brillants intellectuels sénégalais. Les Felwine Sarr et Téchéra, les Mamadou Diouf, sont partis d'une université là-bas qu'on appelle Université Gaston Berger. Et donc, je me suis retrouvé là à l'occasion du lancement d'un site scientifique voilà, qui fait office d'autorité aujourd'hui sur le continent africain. Donc, grosso modo, voilà les deux raisons principales qui m'amènent à faire des va-et-vient du côté de l'Afrique de l'Ouest. Moi, ce qui m'intrigue un peu, docteur David Eboutou, pourquoi le choix de M. Charles Blé Goudé s'est porté sur vous? Alors, je n'ai pas choisi Charles Blé Goudé, c'est lui qui m'a choisi. Oui. Parce qu'à la base, Charles Blé Goudé est à la tête d'un parti politique qui s'appelle le Congrès panafricain, vous voyez, sous le nom panafricain, pour la justice et l'égalité des peuples, le COJEP. C'est un parti qui a un positionnement panafricaniste. Et je vous ai rappelé que mes itinéraires à la fois intellectuels, scientifiques, idéologiques et politiques sont essentiellement panafricanistes. Et donc, je crois que dans la quête de M. Charles Blé Goudé d'avoir un expert sur les questions de panafricanisme et d'intégration africaine, il lui a été conseillé de se rapprocher de ma modeste personne, ce qui a été fait. D'ailleurs, je remercie celui qui a servi de trait d'union, qui est son secrétaire général, le docteur Patrice Saraka, qui certainement regardera cette émission, qui est le secrétaire général du COJEP, qui a facilité ce rapprochement-là. Et aujourd'hui, voilà, je travaille aux côtés de Charles Blé Goudé comme conseiller technique national en charge du panafricanisme et de l'intégration africaine. Est-ce que vous l'avez déjà reçu au Cameroun? Oui. Oui, bien entendu. Charles est venu au Cameroun à 2 reprises. Après son retour de La Haye, il est venu au Cameroun pour dire merci au peuple camerounais. Voilà, nous avons fait le tour de quelques grandes villes. Les différentes conférences, celles qu'il a données à Yaoundé et à Douala, j'y étais. Ceux qui étaient là ont bien vu que j'ai pris la parole pour voilà, présenter l'homme. Et voilà, aujourd'hui, il considère le Cameroun comme sa seconde patrie. Et voilà. Et très bien. On va revenir au niveau du Cameroun. Je ne choisirai pas de thème à votre place. Si vous devez dresser un bilan de la vie camerounaise actuelle, politique, économique, sociale, culturelle, de quel aspect vous vous exprimez? Écoutez, c'est un tout. Hein. Vous savez, la politique donne le ton sur tout ce que nous faisons. Et c'est la politique qui définit en réalité les itinéraires de vie que voilà, un État doit mobiliser. Et fort de cela, on voit très bien que ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui au Cameroun, cela est défini par la politique à un très haut niveau. Et c'est cette politique-là, dans sa définition générale, c'est-à-dire la gestion de la cité, qui impacte au quotidien le vécu des Camerounais. Et c'est cette politique-là également, dans sa définition noble, qui commence à interroger aujourd'hui, de par la gouvernance, l'implémentation des actions politiques que les uns et les autres en font au niveau, à un très haut niveau. Et de ce point de vue-là, il me semble donc important d'interpeller les uns et les autres qui voient toujours d'un mauvais œil les acteurs politiques, de savoir qu'en réalité, et ça c'est un acteur qui le disait, si vous refusez de faire la politique, c'est elle qui risquerait de vous faire. Il faudrait donc que la jeunesse camerounaise aujourd'hui épouse les enjeux politiques. Peut-être pas intégrer les formations politiques et faire de la politique au sens de la politique politicienne. Mais on peut faire de la politique au sens militant. C'est-à-dire, on parle de l'engagement citoyen. Vous savez, au Sénégal, la plupart des jeunes que vous avez vu porter, monsieur, le couple Diomaye Sonko au pouvoir, ce ne sont pas des jeunes qui sont inscrits dans des partis politiques pour la plupart, mais ce sont des jeunes qui sont façonnés par l'engagement militant, ce qu'on appelle l'engagement citoyen, n'est-ce pas? Là-bas, la politique se discute dans des associations, n'est-ce pas? Dans des cadres de concertation, et c'est là où on se passe les mots d'ordre. Beaucoup de Camerounais ne le savent pas. Et cet engagement citoyen, moi je milite pour cet engagement citoyen, parce que c'est dans l'engagement citoyen que l'on découvre parfois les véritables enjeux. Et moi je m'active beaucoup au niveau de l'engagement citoyen pour amener les jeunes Camerounais à connaître les véritables enjeux qui peuvent leur permettre de faire un bon choix le moment venu. Parce que c'est tellement enrichissant à vous écouter, c'est un réel plaisir. Sans toutefois faire la comparaison avec d'autres pays, vous avez fait l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique en général, et vous avez fait d'autres pays européens. L'observation, je veux dire, vous pouvez faire pour hisser de la gouvernance du Cameroun. Question difficile à répondre, peut-être du point de vue de la comparaison au plan développementaliste. Oui, c'est ça. Je préfère
faire une lecture comparative à partir des pays qui étaient encore au même niveau de développement que le Cameroun il y a encore 30, 40 ans. Comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Oui. Qui aujourd'hui ont pris une sacrée avance. Quand vous arrivez à Dakar, quand vous arrivez à Abidjan, vous peinez à croire que vous êtes encore en Afrique. Et il y a eu un travail sérieux. Un pays comme la Côte d'Ivoire était encore en crise il y a 15 ans. 2010, 2011, tout a été détruit de ce côté-là. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce bond? Qu'est-ce qui s'est passé chez nous pour qu'à peine on descende de l'aéroport de Simalène, qu'on se retrouve avec des trous de rails et tout? Donc il y a quelque chose à interroger. Oui. Et selon vous, c'est la gouvernance ou c'est le manque de volonté du changement? Dans tous les cas, quel qu'en soit le bout par lequel on voudra expliquer cet état de choses, il y a un problème de gouvernance politique qui se pose quelque part, un problème de vision politique qui se pose quelque part. Et c'est d'ailleurs pour cela que les Camerounais aujourd'hui manifestent un intérêt sur la chose politique. Ils ont bien l'impression, les Camerounais, qu'en impulsant une dynamique de changement à un haut niveau, donc au niveau de la présidence, forcément, la bascule se ferait d'elle-même. C'est-à-dire que n'oublions pas que tout part d'une vision que l'on a. C'est d'ailleurs pour cela que pour le cas de l'élection présidentielle en cours chez nous, vous voyez bien qu'il y a des projets politiques qui s'affrontent. C'est chaque acteur politique sélectionné, validé par le Conseil constitutionnel, qui s'active aujourd'hui, n'est-ce pas, à mûrir son projet politique pour le confronter à d'autres projets politiques. Donc, il faut donc aujourd'hui que les Camerounais regardent les offres politiques et celle des offres politiques qui passera, n'est-ce pas, pourrait donc être implémentée si effectivement les Camerounais accordent leurs bénéfices, leur capital sympathie à l'acteur politique en question. Donc, c'est une question de volonté. Pas du tout, de vision, de vision politique à implémenter à un très haut niveau, au sommet de l'État. Donc, est-ce que les Camerounais lisent les offres politiques qui leur sont présentées? Là, c'est tout un autre débat. Mais moi, je puis vous dire que pour la plupart des candidatures qui ont été sélectionnées, j'ai lu toutes leurs offres politiques. Toutes leurs offres politiques. Je suis d'ailleurs l'une des rares figures de la société civile qui a été invité dans la plupart des congrès des partis politiques. J'ai été invité au congrès politique qui a investi M. Joshua aussi, au palais des congrès, au palais de Awada, au palais des sports. J'y ai été. J'ai été invité par Serge Espoir Matomba au palais des congrès. J'ai d'ailleurs pris la parole. J'ai été invité lors de la dernière convention qui a investi Cabral Libi, Ankola Famba. J'étais d'ailleurs le premier invité spécial à prendre la parole. J'ai été invité par le MLDC de mon ami le professeur Jimmy Yab à Idea. Malheureusement, il n'a pas présenté de candidature. J'ai été invité par mon ami le docteur Yam Timba, qui a été investi par l'une des factions de l'UPC, d'ailleurs dont la candidature vient d'être rejetée. Donc voilà, je crois que les leaders de partis politiques qui m'ont fait confiance en m'invitant comme invité spécial, me convient comme invité spécial à leurs différents congrès, savaient très bien que je prends un malin plaisir, n'est-ce pas, à décrypter les offres politiques et à donner un positionnement, lequel positionnement peut servir de mot d'ordre, c'est-à-dire que ceux qui me suivent au quotidien, qui connaissent mes points de vue, peuvent à un moment se définir à partir de ma modeste personne. Vous savez que je suis à la tête également d'un mouvement, le CPF 2025, collectif pour la plateforme 2025 ne se fera pas sans moi, et qui entend d'une manière ou d'une autre influencer le cours de l'élection. C'est un mouvement, effectivement, c'est un mouvement fédératif qui entend effectivement travailler avec plusieurs plateformes pour influencer le cours de l'élection présidentielle en cours. On peut influencer une élection présidentielle de diverses manières. Vous pensez que vous aurez un rôle à jouer? En tant qu'acteur, madame, c'est ce que je suis en train de dire, en tant qu'acteur de la société civile, n'est-ce pas? Je crois qu'il est de mon devoir d'influencer l'élection présidentielle en cours. On peut influencer une élection comme celle qui se déroule en ce moment dans notre pays, le Cameroun, de plusieurs manières, n'est-ce pas? À partir de ses idées, à partir de son positionnement, et ainsi de suite. Et cela peut amener, à partir de son engagement, à partir de ses actions et de ses postures, cela peut amener justement les uns et les autres, et notamment l'électorat camerounais, à se définir par votre personne. Et à se dire, ok, par rapport à ce que M. Eboutou, qui a un positionnement panafricaniste, défend, et
comme je l'ai vu soutenir tel ou tel candidat, je l'ai vu proche de telle ou telle chose, je l'ai suivi se positionner de telle manière dans tel média, je pourrais donc le suivre et donc j'accompagne tel candidat. Cela peut avoir un impact au niveau des urnes. Donc il y a plusieurs manières d'influencer une élection. Et moi, à partir de mon mouvement, le CPF 2025, nous entendons influencer. Je retourne au Cameroun bientôt et croyez-moi, vous nous verrez sur le terrain. C'est tous les... Non, madame, c'est pas une chasse à l'homme. Écoutez, je dirais, il faut mettre les mots à leur place. C'est un ministre qui, voilà, que je n'apprécie pas déjà beaucoup, n'est-ce pas, qui ne m'apprécie pas. C'est normal. Et je trouve d'ailleurs que si le président de la République veut faire œuvre utile et sortir par la grande porte, c'est de nous débarrasser de tels spécimens. N'est-ce pas, 20 ans à la tête d'un ministère aussi sensible comme l'enseignement supérieur. Jusque-là, on parlait des présidentielles tout à l'heure. Il y a eu presque 83 candidats et quelques-uns ont été retenus. Pourquoi cette fascination de la fonction présidentielle? Il n'y a-t-il pas d'autres fonctions au Cameroun où les gens peuvent beaucoup plus s'intéresser? Non, je crois qu'il y a eu 12 candidatures au final qui ont été retenues par le Conseil constitutionnel. Nous allons voir les itinéraires, feuilleter les offres politiques des différents candidats et voir comment nous positionner le moment venu. Maintenant, vous parlez de la fascination. Tout le monde peut déposer sa candidature pourvu que... Mais est-ce que c'est tout le monde qui remplit les règles? Non, la vérité, c'est que c'est un moment où les projecteurs de lumière sont braqués sur un prétexte précis. C'est un enjeu majeur pour la vie d'un peuple. Et il y a donc des acteurs politiques qui en profitent pour se positionner de diverses manières. Il y en a qui y vont justement parce qu'ils souhaitent avoir un regain de popularité. Il y en a qui y vont parce qu'ils veulent défendre une cause. Il y en a qui y vont parce qu'ils veulent justement braquer des lumières sur quelque chose qu'ils défendent et dont ils veulent assurer la compréhension auprès des masses populaires. Il y a quelques jours, l'un des présidents, l'un des candidats recalés, M. Blessing, qui avait créé le buzz, comme on dit trivialement, le jour du dépôt de sa candidature, en disant qu'il ne trouvait pas nécessaire pour lui de payer une caution de 30 millions à cette élection présidentielle parce que l'État lui devait déjà assez d'argent comme ça et que l'État devrait simplement puiser dans son solde pour payer payer son cautionnement. Vous savez qu'il y a quelques jours seulement, il a été reçu par le ministre de la fonction publique, le ministre Joseph Lé, qui a décidé de voir plus clair en ce qui concerne justement son rappel sur solde. Et vous savez que le ministre des Finances, Louis Moutazé, a commis justement une instruction demandant justement au responsable de la solde du ministère des Finances de lui rappeler ce qu'on lui doit. Donc voyez-vous, c'est un monsieur qui finalement en sort vainqueur, qui se révèle être un grand stratège. Donc il a su que ce moment-là, des projecteurs seront braqués sur cette occasion-là et qu'il passerait un message. Donc il n'y allait pas forcément pour défendre une cause populaire, pour porter la voix de son parti politique, mais il s'est dit, j'ai une situation précise qui n'a pas été réglée depuis plusieurs années. Mon solde est bloqué, l'État me doit assez d'argent, j'ai essayé tous les moyens administratifs, rien n'y fut. Maintenant, voyez-vous, je vais donc dire aux yeux du monde que, à la réalité, l'État me doit et l'État devrait donc prendre une partie de ce solde-là pour payer mon cautionnement. Ce qui s'est passé, c'est que l'État a compris. Et comme nous sommes dans une période effectivement de chantage politique, voyez-vous, il y a eu cette facilité-là. Et aujourd'hui, croyez-moi, ce monsieur a été réglé et a été remis dans ses droits. Donc, ça conforte ce que je disais tantôt. On n'y va pas tous parce qu'on veut effectivement être candidat à une élection présidentielle, mais on y va parfois parce que nous sommes porteurs de quelques intérêts souterrains que nous voulons mettre en lumière. Ok. Voilà, monsieur Eboutou, est-ce que vous vous sentez privilégié parce que vous vous appelez Eboutou par rapport aux autres Camerounais? Mais alors pas du tout. Par contre, c'est une très bonne question parce que effectivement, il y a eu des positionnements dans notre pays qui tendaient à semer la confusion. Et c'est un débat qui a été à un moment porté par quelques acteurs politiques prééminents qui tendaient à faire croire que parce qu'on serait ressortissant du Grand Sud, on bénéficierait de quelques faveurs naturelles. C'est totalement faux. Je m'appelle effectivement Eboutou. Je viens du département de l'Anvila, arrondissement des Boulevards 1er. Je suis d'ailleurs grand notable dans mon village qui s'appelle Massamba Yemisem. Et le patron politique de ma zone,
non seulement de la région, du département, même de l'arrondissement, le patron politique RDPC, qui fait office de grand patron là-bas, c'est le ministre d'État Jacques Famendongo. Et tout le monde qui suit l'actualité politique dans notre pays sait très bien que ce monsieur m'a en aversion. Il y a quelques années, quelques mois, ce monsieur, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais m'a presque ostracisé. On parle là du ministre? Bien sûr, je parle du ministre d'État Jacques Famendongo. M'a presque ostracisé au niveau de l'université de Yaoundé 1, au niveau du département d'histoire. Donc, comme pour dire que, voyez-vous, si j'avais bénéficié de quelques faveurs naturelles, je serais aujourd'hui un privilégié du système. Voyez-vous, moi je vis de mes consultations. Je suis obligé de faire le tour d'Afrique, aller ici et là, pour voir mes enfants grandir, n'est-ce pas, pour, comme on le dit trivialement. Ouais. Je ne bénéficie d'aucun soutien des membres du régime appartenant à mon département ou à ma région d'origine. Peut-être du fait de mes positionnements. Je ne suis pas de ceux qui chantent les louanges du régime RDPC. Je ne suis pas, je réponds, permettez que je termine. Oui, allez-y. Je ne suis pas de ceux qui jouent les choristes, n'est-ce pas? Je préfère être les maîtres choristes, c'est-à-dire que je préfère donner le ton. Maintenant, si vous ne voulez pas vous engager avec moi, je préfère me mettre de côté. Je suis quelqu'un de fondamentalement libre. Et je suis quelqu'un qui voilà, a une tonalité qui est assez différente, qui aime le débat contradictoire. Et je n'aime pas où on chante en chœur. Et dès qu'on chante en chœur, je ne suis plus là. Et je ne sais pas si c'est tout cela qui amène aujourd'hui l'élite RDPC de chez moi à m'ostraciser. Mais ce que je peux dire à cela, c'est que voilà, le Sud aujourd'hui fait partie des régions mal classées du point de vue du développement. Moi, pour partir des Bolova, le chef-lieu de la région du Sud, à mon village qui se trouve à 70 km des Bolova, c'est une distance de 70 km. Mais vous faites sensiblement 6 à 7 heures de temps. Oui, pour faire 70 km. Ouais. Voyez-vous, parce qu'il n'y a pas de route. Donc, je dois pleurer, je dois crier sur tous les toits. Mais, voyez-vous, je préfère m'engager activement pour le rappeler aux citoyens. Et donc, quand je vois donc, des gens qui viennent sur les plateaux dire que du fait qu'on s'appelle les Boutous, on bénéficierait de quelques privilèges d'État, cela me fait rire. Et cela dénote même de la manipulation, de l'instrumentalisation que s'amusent à faire quelques acteurs politiques proéminents. C'est regrettable. Par rapport à la chasse à l'homme que vous venez de décrire, est-ce qu'il est seul? Je ne sais pas, je parle français. Oui. Donc, vous retrouvez pendant 20 ans à la tête d'un ministère aussi stratégique comme l'enseignement supérieur. 20 ans. 20 ans, 21 ans. Il n'est pas à la tête. Vous pouvez citer d'autres. Vous direz... Citez-moi un exemple, puis je continue. Non, mais puisque je réponds à votre... Le gouvernement n'a pas été changé depuis. Mais je vous ai pris... Ce n'est pas de la faute du ministre. Je vous ai pris un cas. Vous voulez que... Allez-y. Donc, je suis en train de vous dire que si vous prenez le cas de l'enseignement supérieur, que je connais un peu, voyez-vous, c'est un secteur aujourd'hui totalement en lambeaux. Parce que vous y avez un homme qui trône depuis une vingtaine d'années et qui a mis voilà, ce secteur éducatif totalement en lambeaux. Ça, c'est la réalité. Pas de laboratoire dans des universités créées dans des chambres. Regardez l'université des Bolova, où les étudiants cohabitent avec des gens au quartier. Et vous appelez ça, c'est quel système éducatif? Ça nous parle de quoi? Où sont les laboratoires? Où est la recherche dont on parle? Tout le monde se plaint, on ne finance pas la recherche. Donc, il n'y a pas d'enseignement supérieur sans financement de la recherche. Donc, et donc, de tels personnages, de mon point de vue, contribuent largement à discréditer le régime du renouveau. Et moi, je le dis et je l'assume, le président Paul Biya, s'il veut se donner une certaine crédibilité, dans quelques semaines encore, il devrait débarrasser les Camerounais de tels spécimens. D'accord, c'est votre souhait, M. David Eboutou. Quelle importance attachez-vous à la notion d'ethnie par rapport à, comment je veux dire, à tout ce qui se passe du tribalisme et tout? Il ne faut pas le nier. Et il y en a qui se définissent par rapport au lieu où qu'ils viennent, mais il faut dire que nous sommes en République, nous sommes dans un État qui est en réalité un État-nation aujourd'hui. Mais moi, je vous ai rappelé que j'ai un positionnement idéologique, politique, intellectuel qui est panafricaniste. Et nous, dans le panafricanisme et l'intégration africaine, nous avons vocation à dépasser les États-nations. Nous avons vocation à dépasser les États-nations pour aller vers un cadre macro, un cadre régionaliste.
C'est cela la vocation du panafricanisme. Nous avons vocation à créer des ponts pour nous intégrer. Et donc, nous ne voulons plus nous définir par rapport aux ethnies, hein, par rapport aux communautés tribales. Nous voulons nous élever parce que nous pensons que l'enjeu est plus grand. L'enjeu, c'est celui de fédérer l'Afrique. L'enjeu, c'est celui dont parlait Cheikh Anta Diop, qui disait que le véritable destin, le véritable enjeu du continent africain, c'est de basculer vers sa pente fédérale. Et je crois que c'est là l'enjeu. Qu'est-ce que représente le Cameroun face à des États continents comme les États-Unis? Que représentent des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, même l'Afrique du Sud, face à certains États européens aujourd'hui? Même un pays comme la France, où je me trouve aujourd'hui, a compris que pour continuer à faire peser sa voix dans l'échiquier international, il faudrait se fondre à l'intérieur de l'Union européenne et devenir un État continent. Voilà pourquoi l'Union européenne aujourd'hui dans le Schengen pèse mieux. Parce que pendant longtemps, la voix de la France qui sous-traitait, n'est-ce pas, la politique états-unienne au plan des relations internationales, la France a compris qu'elle pourrait continuer à se faire malmener si elle restait la simple France. C'est pour cela qu'elle s'est fondue au sein de l'Union européenne. Et aujourd'hui, vous voyez très bien que sa voix pèse mieux. C'est ce que nous disons dans le cadre du panafricanisme. Les États africains, pris individuellement, ne pèsent absolument rien. Il faudrait travailler dans le cadre, justement, d'un fédéralisme africain, des États-Unis d'Afrique dont parlait Kwame Nkrumah, pour peser sur la scène monde. Moi, je parle particulièrement de ça parce que ici, nous, en Occident, cette montée en puissance du tribalisme et du reflet identitaire. Est-ce qu'au Cameroun, ça se ressent aussi comme ici, chez nous, ici en Europe? Mais écoutez, il y aura toujours des velléités, des velléités identitaires, des velléités tribalistes, hein, des velléités ethnicistes, hein, mais le tout se résume en la volonté politique que nous donnons à notre destinée nationale. Et cette volonté politique-là, cet itinéraire, cette destinée politique doit être assumée par une vision politique. Quelle est la vision que nous voulons pour notre pays à la tête de l'État? C'est pour cela que je reviens sur le moment actuel au Cameroun, qui est un moment d'une importance majeure, où les Camerounais sont appelés à choisir celui qui conduira leur destinée. Hein? Quel est l'itinéraire qu'il est appelé à donner à notre pays? Toutes ces questions-là sont en débat. Mais moi, je vous ai donné la position qui est la mienne en tant que quelqu'un qui épouse un positionnement essentiellement panafricaniste, parce que nous n'allons pas nier, effectivement, comme on dit chez nous, que chaque ventre a un nombril. Et on peut se définir par rapport à ce ventre-là, ou alors à ce nombril-là, n'est-ce pas? On peut également être au regret de constater qu'il y a des partis politiques aujourd'hui chez nous, qui, je ne vais pas les citer, même des acteurs politiques, parfois prééminents, qui en arrivent, n'est-ce pas, à assumer un certain positionnement communautariste. Cela est regrettable. Et pour certains partis politiques dont nous avions eu un capital sympathie il y a encore quelques temps, et dont celui-ci est détérioré aujourd'hui, cela, il va de la conséquence que ceux-ci se sont laissés malheureusement embrigader par des discours clivants qui ont conforté aux yeux des Camerounais qu'ils sont en réalité des partis communautaristes. Mais nous avons l'État à construire. Mais nous autres, je me répète, nous voulons aujourd'hui que ceux qui arrivent à la tête de notre pays utilisent simplement notre pays comme un wagon, hein, pour aller vers un cadre fédéral. Donc dépasser le cadre de l'État-nation, c'est notre travail aujourd'hui et c'est ce à quoi nous postulons. Sans langue de bois, est-ce qu'il y a-t-il un problème bamléké au Cameroun? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Si vous dites qu'il y a un problème bamléké au Cameroun, il y aura un problème boulou, par exemple. Moi, je suis boulou, je suis fan. Hein? Et vous avez vu, moi je suis davantage persécuté par des gens bien placés qui viennent de chez moi. Donc je pourrais dire qu'il y a un problème boulot. Si vous arrivez dans mon village, n'est-ce pas, Yemisem ou Fan, hein, dans la vallée d'une Thème, hein, du côté de mon père, vous verrez très bien qu'il y a des communautés encore qui sont très en colère face à la maltraitance professionnelle, par exemple, que les élites boulou me font subir, moi et Boutou, n'est-ce pas? Alors, est-ce que c'est pour cela qu'on dira, par exemple, qu'il y a un problème fan, il y a un problème boulou, il y a un problème vaille? Que non. Des problèmes, il en existe toujours. Chaque communauté a forcément quelques problématiques à mettre en avant. Mais on ne devrait pas en faire des priorités absolument nationales. Parce que nous avons un État à construire, n'est-ce pas? Nous avons un pays à construire. Et si nous rentrons dans des micro-identités, nous n'arriverons pas.
Donc on devrait lire et définir les perspectives d'un pays à partir justement de la vision qu'on donne pour ces pays-là. Voyez-vous, c'est ça à quoi je peux répondre. C'est bien. Vous avez vu les actualités ces derniers jours. On a refusé encore une fois de plus la candidature de Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto. Alors ceux qui me suivent et qui me font l'honneur de lire mes biais politiques sur ma page Facebook David Eboutou, verront très bien que je me suis prononcé là-dessus. Le professeur Maurice Kamto a donné le fouet au régime RDPC, à l'administration RDPC, de se faire battre. Le professeur Maurice Kamto et son parti, le MRC, ont multiplié des incohérences, à la fois politiques et idéologiques, qui font que, de mon point de vue, je ne peux m'apitoyer sur le sort du professeur Maurice Kamto aujourd'hui, parce que je fais partie de la classe intellectuelle qui, à un moment, a voulu rappeler le professeur Maurice Kamto à l'ordre, parce que j'y ai été un de ses sympathisants. N'est-ce pas? J'avais de l'admiration pour lui. Mais qu'est-ce que j'ai reçu en retour? C'est des attaques ad personam, ad hominem, qui se sont déversées sur moi. J'ai reçu par rapport à votre... Mon positionnement. C'était par rapport à mon positionnement sur les incohérences du professeur Maurice Kamto. Quelques incohérences que je m'avais fort opportunément vous rappeler. Quand M. Maurice Kamto, à la veille des élections, à la veille du double scrutin municipal et législatif de 2020, de février 2020, dit, en recevant un groupuscule de femmes à Oja, à son siège d'Oja à Yaoundé, dit que lui, le professeur Maurice Kamto, il n'est pas un adepte de la politique de la chaise vide. Qu'est-ce que ça veut dire en français facile? Que lui ne boycottera aucune élection, n'est-ce pas? Et quelques jours plus tard, il revient et dit qu'il s'est assis avec son directoire et qu'ils n'iront plus aux élections. Ça veut dire quoi? Si ce n'est pas une incohérence politique, qu'est-ce que ça veut dire? Et entre-temps, qu'est-ce qui a changé pour qu'ils reviennent encore opposer? Mais voilà la question qu'on devrait poser à leurs militants qui fonctionnent de façon moutonnière. Les moutons de Panurge, c'est-à-dire allons à gauche, on y est, allons à droite, on y est. C'est regrettable. Et chaque fois qu'on en vient à leur rappeler raison, c'est des insultes, c'est des formes d'adversion que vous recevez. C'est regrettable. Donc pour dire quoi? Pour dire que nous avons à chaque fois voulu rappeler les militants, le professeur Maurice Kamto, alors en lui disant vous avez commis une erreur stratégique. Comment comptez-vous vous rattraper pour candidater à l'élection présidentielle qui arrive? On nous a rappelé que nous ne connaissions rien, nous étions des analphabètes juridiques, etc. Qu'est-ce qu'on a vu? À un moment même, il y a eu un autre débat que ce parti politique-là, le MRC, et le professeur Maurice Kamto ont créé dans l'espace public national au Cameroun. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Vous avez certainement entendu parler de ce fameux débat sur la nullité du mandat impératif. Alors, où on nous a dit que le fait que quelques élus démissionnent de leur formation politique initiale pour retrouver le MRC, cela signifierait qu'ils ont transporté leur légitimité d'un parti à un parti B et que cela confierait automatiquement une légitimité à ce parti-là pour justement candidater à l'élection présidentielle. Voilà que eux-mêmes se sont rendus compte que cela ne pourrait pas passer et c'est ce qui a d'ailleurs motivé le professeur Kamto à aller se faire adouber par le Manidem qui, une fois de plus, quand je parle d'incohérence idéologique, vous savez très bien, je le rappelais dans une émission à laquelle j'ai pris part ce matin avec Maman Ariette Ekoué sur Balafon Radio, où je rappelais que le Manidem est un parti à la base nationaliste, souverainiste et panafricaniste. Mais en quoi le Manidem, dans son itinéraire idéologique, rencontre le MRC? Donc, voyez-vous, une fois de plus, c'est le professeur qui est obligé de s'embourber dans une incohérence politique et idéologique qui font qu'au final, il n'y a que des gens qui ont décidé de mettre leur cerveau, entre parenthèses, qui pourraient le suivre. Et donc, je l'ai dit clairement, et moi, j'assume mes positions. Et je l'ai dit, aujourd'hui, le fait qu'on rejette sa candidature au niveau du Conseil constitutionnel est une conséquence logique. Et je sors en disant que je ne peux pas m'apitoyer sur son sort. Jamais, parce que lui-même, quelque part, vous savez, j'en suis même à m'interroger si le professeur Kamto a même pensé être candidat à cette élection présidentielle. Parce qu'un intellectuel de haut vol, de son niveau, de son rang, multiplier autant d'incohérences politiques et idéologiques et penser que en face, le régime RDPC, le régime du renouveau, allait vous faire des cadeaux. J'en doute, je me demande s'il n'y a pas eu un deal quelque part entre
le régime et le professeur Kamto pour qu'on en vienne à nous mettre dans un cirque qui en fait profite au régime RDPC. Et justement, pour savoir s'il n'y a pas eu un deal, est-ce que vous pensez qu'il pourra se rallier derrière les leaders politiques qui restent en compétition? C'est tout mon souhait. Moi, c'est tout mon souhait. Et je l'ai dit depuis quelques jours. Le professeur aujourd'hui, qui lors de sa tournée parisienne, a convoqué l'exemple sénégalais, mais il a convoqué un mauvais exemple en parlant de 50 morts. Donc, je n'ose pas imaginer qu'il appelait les Camerounais à se sacrifier pour lui, que non. Donc, je préfère qu'il s'inspire aujourd'hui du cas Diomaye Sonko en imitant notamment le cas de M. Sonko, qui s'est effacé en voyant qu'effectivement, en face, le régime ne lui a pas fait de cadeau. Hein? Qu'est-ce qu'il a choisi? Il n'a pas choisi, M. Sonko n'a pas choisi le numéro 2, le numéro 3. Il est allé choisir le numéro 4, qui était Diomaye, et qui aujourd'hui est président. Donc, monsieur, je sors par là, monsieur le professeur Maurice Kamto pourrait s'aligner derrière, je ne sais pas trop, un Serge Espoir Matomba, un Cabral Libi, un Akere Mouna, hein, un Joshua aussi, hein, et donner une consigne de vote. Comme je le rappelais tantôt, on peut influencer une élection par diverses manières. Il a aujourd'hui un capital sympathique qui est indéniable. C'est un acteur politique qui compte. On ne peut ne pas le reconnaître. Ne pas le dire, c'est être intellectuellement malhonnête. Et donc, le professeur, fort de ce capital sympathie, n'est-ce pas, pourrait donc, si effectivement il travaille pour le changement, s'il est pour le changement, il ne devrait pas penser que tout se limiterait au messianisme politique, hein, donc, sur sa personne. Qu'il s'aligne derrière quelqu'un, qu'il s'efface, il ferait preuve là d'élévation politique. À vous écouter, donc, selon vous, il est de connivence avec le gouvernement. Voilà pourquoi il a tout fait pour ne pas être retenu. C'est des questionnements. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on ne peut pas imaginer qu'un intellectuel de la trame du professeur Maurice Kamto ait autant multiplié autant d'incohérences politiques et idéologiques. Je vais aux élections, non, je n'irai plus. J'ai maintenant des élus qui vont me permettre d'être candidat. Non, je mets des élus de côté, je vais plutôt m'allier à un parti que j'ai insulté encore hier. Vous savez que Anissé Kane et les Madem ont subi toutes sortes d'aversions, toutes sortes d'insultes par les militants du MRC. Et c'est eux aujourd'hui qui ont été obligés d'accueillir le professeur Kamto pour l'amener à candidater. Donc, toutes ces incohérences-là, moi, puisque j'aime toujours regarder l'objet sous tous ses angles, je me questionne aujourd'hui, est-ce qu'au final on ne se retrouve pas dans une espèce de théâtralisation politique où en réalité le professeur Maurice Kamto n'est qu'un pion au mains du système? Voilà ce qui fonde mon questionnement. D'accord. Et on va finir cette émission, on va parler de la BAS. Vous connaissez la BAS? Oui, la BAS. C'est un mouvement... Oui, c'est un groupuscule de Camerounais qui manifestement a choisi de se distinguer par la violence politique. C'est regrettable. Pourtant, qui peuvent avoir des aspirations, des réclamations, ou alors des réclamations légitimes, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous souffrons tous, nous avons tous des frustrations. Hein? Mais maintenant, quelle est la méthodologie que nous choisissons pour mettre en lumière ces frustrations-là? Donc, je connais plusieurs acteurs qui se réclament être de la brigade anti-sardinard. C'est cela. Je ne vais pas les citer nommément ici, mais je connais plusieurs acteurs de ce mouvement-là. Mais je suis contre leur procédé. Je suis contre la manière de ce groupuscule de compatriotes-là d'opérer. N'est-ce pas? On ne va pas au prétexte de vouloir absolument le changement, tout casser. Vous savez qu'aujourd'hui, que quand on parle de la BAS, n'est-ce pas, on voit tout de suite les images de notre ambassade, des ambassades saccagées, la photo du président de la République pissé dessus, des choses comme ça. C'est pas cette image-là que nous voulons renvoyer au Cameroun, au monde entier. Nous voulons aujourd'hui construire un changement à partir des dynamiques populaires sur justement des perspectives crédibles. Hein? Donc, et nous pensons qu'il y a d'autres alternatives qu'on peut mobiliser pour construire une véritable dynamique de changement. Hein? Donc, pas forcément vous verser dans la violence, pas parce que je ne partage pas le positionnement politique de Mme Marlise Sinclair que je sois obligé de lui interdire d'enregistrer ses émissions en Europe, de recevoir telle ou telle personne. Ça, c'est de la dictature. Est-ce que vous concevez qu'il y a la frustration et la colère de ces personnes qui ont aussi laissé leur famille en Afrique et voient qu'ils ne voient pas le bout du tunnel? Nous disons la même chose, madame. J'ai dit que nous sommes tous frustrés quelque part. N'est-ce pas? Si je vous étale la litanie de mes frustrations, on n'en sortirait pas. Mais je dis que tout se résume au niveau de la méthodologie. Est-ce que c'est parce qu'on est frustré qu'on devrait être autorisé à casser? N'est-ce pas? J'ai dit non, parce que nous avons un patrimoine commun qui est le Cameroun. Hein? Nous y avons nos enfants qui sont appelés à prendre notre relais. Nous avons un héritage à la fois matériel et immatériel qui
qu'est le Cameroun. Mais est-ce qu'au prétexte de nos frustrations individuelles, personnelles, nous devons tous casser? Est-ce que c'est au prétexte des positionnements différents des uns et des autres que nous sommes appelés à casser? Je tiens à vous rappeler que le RDPC, dont la plupart s'y opposent aujourd'hui, a également ses militants, a sa communauté électorale qui est également considérable. Il y a des gens qui ne jurent que par le RDPC. Et sincèrement, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils escomptent un strapontin administratif ou économique. Il y a des gens, nos mamans au village par exemple, le RDPC. Hein, qui croient et qui vous disent qu'ils ne jurent que par Paul Biya, quelle qu'en soit voilà, la lecture qu'on pourrait en faire. C'est-à-dire qu'il y a par exemple une appartenance qui peut s'expliquer par le côté affectif. Il y a des gens qui aiment l'homme, ils le trouvent beau, hein, ils l'ont trouvé beau. Et cette image continue de diriger leur itinéraire, leur choix. Hein. Et donc, il y a ce qu'on appelle le vote affectif, n'est-ce pas? Et donc, tout est intéressé au final. Et dans cet intéressement-là, il y a des formes d'intérêt que chacun trouve et décide donc d'opérer un choix militant, n'est-ce pas? Et votre choix militant n'est pas forcément le mien. Et si nos choix militants ne se rencontrent pas, cela ne suppose pas que je devrais vous y obliger à rejoindre les miens. Il faudrait plutôt débattre, n'est-ce pas, confronter nos idées pour justement amener les uns et les autres justement à se repositionner, n'est-ce pas, ou alors à revoir leur posture politique. C'est ce que nous disons. Donc, au lieu de discuter, je suis souvent surpris que nos amis de la base en soient à opposer un débat autour de la violence. Et moi, je condamne toute forme de violence. Justement, toute forme de violence. Pour clôturer pour ce groupe, il y a Stéphane Tchumbu qui passe souvent à mes émissions. Il a toujours été là lors de mes précédentes émissions. Il passera également, je ne sais pas quand, dans mon émission. Est-ce que vous avez un mot à lui dire? Parce qu'il est un membre influent de cette base-là. Si vous pouvez dire. Je ne sais pas quelle fonction il occupe dans la base. Il est président de la base. Il est membre influent. Membre de la base. Oui. Mais peut-être je devrais m'adresser à tous les membres de la base et à leur dire, chers compatriotes, nous comprenons vos frustrations. La plupart du peuple camerounais est frustré. Voilà. Tous les secteurs d'activité aujourd'hui, vous rencontrez des Camerounais qui sont frustrés. Mais cela ne légitime pas justement votre démarche. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons plutôt travailler à créer les conditions d'un changement dans la paix, parce que nous avons un héritage commun à préserver. Moi, particulièrement ceux qui me connaissent et qui suivent mes itinéraires, moi j'ai un positionnement aujourd'hui, au-delà du positionnement panafricaniste qui est le mien. Il y a que politiquement, je postule pour une transition politique au Cameroun. Moi, dans les 2 prochaines années, je travaille activement à l'avènement d'une transition politique parce que je crois qu'aujourd'hui, le délitement à la fois social, politique, économique, diplomatique, sécuritaire de notre pays en appelle à mettre tout à plat, à tout réformer et que les Camerounais se retrouvent pour discuter et trouver des solutions inclusives pour justement recréer notre patrimoine qui est le Cameroun. Et cette recréation en appelle justement à légitimer la transition politique. Et moi, je suis aujourd'hui un acteur de la transition politique et j'y vais davantage m'y atteler pour que celle-ci voit le jour. Merci, Dr David Eboutou. C'est moi. On va chuter avec M. David Eboutou, est marié, il a les enfants. C'est mon jardin secret. Permettez que je le garde pour moi. Ça n'intéresse pas beaucoup les Camerounais. Merci. Une âme sœur qui est peut-être fan de vous. Je suis un Africain. Oui. Et un Africain a vocation à avoir plusieurs enfants, plusieurs femmes, ainsi de suite. Donc voilà. D'accord. En tout cas, merci Dr David Eboutou d'être passé sur mon plateau. C'est moi. Et ça a été un réel plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, qui avez regardé cette émission. Continuez à partager et à mettre surtout un commentaire. Bonjour Marley Sinclair, tout simplement. Merci à vous.